Nous sommes en guerre. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut tout seul, et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent, et qu'au lieu d'être tourné vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent « Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu. » Avez-vous, oui ou non, reçu de l'argent liquide de Libye pour financer votre campagne? Quelle indignité. Nous sommes sur le service public, c'est une honte. Évidemment, votre téléphone est sur écoute. Vous y pensez quand vous téléphonez? Oui, naturellement, ça devient, comment dirais-je, intégré dans votre personnalité. Mais si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Bonjour, l'autre voix. Il faut bien s'occuper pendant tous ces confinements-là. Non, mais c'est un livre, je ne pouvais pas m'empêcher de continuer à parler parce que tout ce qu'on a vu depuis presque 3 ans maintenant est tellement hallucinant que j'essaye d'éclairer avec mes petits moyens les personnes qui, dans le pays, sont finalement restées libres par rapport à une espèce d'oppression qu'ils ont capturé, je dirais, le cerveau de beaucoup de Français, puis c'était dans le monde entier. Et beaucoup de gens maintenant sont de plus en plus éveillés. Je le vois tous les jours dans la rue, les gens qui m'arrêtent pour me remercier, en disant « Vous avez été notre phare dans la nuit, grâce à vous j'ai tenu le coup ». Et ça me fait chaud au cœur parce que je ne m'attendais pas du tout. Je n'ai pas fait ça pour ça, mais ça montre que les Français maintenant ont compris et il faut que chacun agisse à son niveau pour refuser tout ce qu'on nous impose de façon totalement totalitaire. C'est-à-dire que j'avais déjà une certaine expérience des attaques, puisque avant, pendant plus de 20 ans, je me suis battu pour la reconnaissance de la maladie de Lyme chronique. Bon, ça n'a rien à voir avec le Covid, c'est une bactérie transmise par les tiques, mais une maladie qui, au niveau international, n'a pas le droit d'exister parce qu'on sait que c'est une bactérie qui a été modifiée à une époque à des fins militaires et qu'on n'a pas le droit d'en parler. Donc je m'étais opposé à certains collègues, aux autorités, et j'en avais pris quelquefois un peu plein la gueule, si je puis dire, déjà sur la maladie de Lyme, donc j'étais déjà un peu blindé. Et quand j'ai vu toute la supercherie du Covid apparaître dans les médias, de la part des autorités, j'ai vu les mêmes mécanismes de manipulation, des esprits de manipulation des données de santé publique, de manipulation des instances de recommandation, de manipulation des grands journaux médicaux internationaux, et tout de suite, ça m'a sauté aux yeux. Et d'ailleurs, récemment, j'avais été interviewé au Parlement européen. J'ai fait une conférence au Parlement européen à Strasbourg. J'ai fait une autre conférence internationale en Norvège récemment. Et j'ai fait cette comparaison dans mes diapositives entre la manipulation pour la maladie de Lyme chronique et la manipulation pour le Covid. En fait, c'est les mêmes mécanismes. Mais on a fait peur aux Français, il n'y a pas que les Français, c'était coordonné dans le monde entier. On a fait peur aux gens tous les jours, vous allez mourir, vous allez mourir, vous allez mourir pour une maladie. Là, en juillet dernier, c'était 0,002% de mortalité. Donc c'est une pandémie qui a fait flop, mais c'était une pandémie de peur, de manipulation, et une pandémie avec d'énormes scandales financiers qui commencent à éclater un peu partout, même si c'est étouffé par les médias principaux. On traite les médias un peu alternatifs ou les médias qui ne vont pas dans le sens du gouvernement, de même qu'on a traité les médecins et d'autres experts. Donc finalement, on voit que c'est une espèce d'organisation globale pour augmenter la censure. Mais on voit que ça saute un petit peu aux yeux, que c'est un petit groupe de milliardaires qui veut contrôler le monde et que tout ça est coordonné par des agences privées de conseil. Bon, je ne citerai pas, qu'en France on en a cité une. Le Sénat l'a cité notamment parce qu'on sait que Emmanuel Macron a donné beaucoup d'argent à des agences de conseil privées. Et on voit que les mêmes décisions sont prises le même jour à Madrid,
au Canada, en Australie, en Hongrie, quoi. Ça, on voit qu'il y a quand même une coordination des décisions, donc c'est pas par hasard. Mais ce qui m'inquiète, c'est que, justement, je parlais du Parlement européen, j'y étais récemment, et l'après-midi, j'ai assisté à une réunion où il y avait pas mal de députés européens. Il y avait 2 Américains, je ne sais pas ce qu'ils faisaient là, mais qui étaient en visioconférence. Et tout le thème de la réunion, c'était de dire, oh là là, il faut en urgence augmenter de façon drastique la censure dans les médias. Et la raison invoquée, c'était, vous allez bien rigoler, c'était pour protéger la liberté, pour protéger nos démocraties. Donc il faut augmenter la censure pour protéger nos libertés. Et d'ailleurs, peu de temps après, il y a eu des déclarations d'une députée européenne proche de Macron. Il y a eu une déclaration aussi d'une secrétaire d'État qui a dit qu'il faut augmenter la censure, qui appelait même à la délation. Macron a bloqué Rumble en France. Donc on voit que tout ça est organisé parce que les médias alternatifs ont une telle puissance maintenant qu'ils font une audience qui est plus importante que les médias mainstream, qu'ils commencent à avoir la trouille parce que toutes les données commencent à être révélées. Alors ils mettent des couvercles partout pour cacher les scandales, mais ça va leur péter à la figure. Et donc... on savait déjà, parce qu'on le voit, à l'époque, je n'étais pas plongé là-dedans, mais quand on regarde avec le recul, qu'on savait déjà que la pandémie allait arriver, qu'elle était déjà organisée, il y avait des répétitions générales, il y a des articles dans des journaux ou dans des livres longtemps avant. Et puis après, dès le début, on savait, il y avait déjà des publications. Ces journalistes, experts et soi-disant fact-checkers, il faut qu'ils achètent des lunettes. Ils ne sont pas capables de lire ce qui est publié au niveau international. D'abord, je pense qu'il faut que tous les Français soient rassurés. Le Covid, c'est une maladie respiratoire comme les autres. Je disais, la mortalité maintenant est extrêmement faible. Malheureusement, il y aura encore quelques formes sévères, quelques décès, comme avec n'importe quel virus respiratoire, comme avec la grippe chaque année. Et alors surtout, qu'on ne touche pas aux enfants. Parce que je sais que l'Union européenne avait acheté je ne sais pas si c'est des centaines de millions de doses pour les enfants. Les enfants ne meurent pas du Covid. Il y a eu quelques décès à la première vague qui étaient exceptionnels. Ils font des formes bénignes, ils ne transmettent pas. Ils n'ont aucun bénéfice. Quand on voit le nombre énorme d'effets secondaires de ces pseudo-vaccins avec des atteintes cardiaques chez les jeunes qui meurent au cours d'un match de foot, qui font des myocardites, avec maintenant des formes chroniques d'atteinte cardiaque à l'âge de 20 ou 30 ans. Donc, voilà, il faut rester zen. Alors peut-être qu'on va nous sortir d'autres causes de peur pour continuer à essayer de nous asservir, mais il faut que les gens se sentent libérés de cette pandémie. Et ce qui m'attriste, c'est de voir qu'il y a encore beaucoup de gens dans la rue, dans le métro, qui portent des masques, alors qu'on sait que ça n'a aucun intérêt. Le masque est utile dans la pièce d'un malade qui crache, qui tousse, qui a des symptômes, mais le masque ne sert à rien comme ça en population générale qui n'a aucun symptôme. C'est très bien de parler de ça, parce que evidence-based medicine en anglais, c'est la médecine basée sur les preuves, que les Québécois appellent la médecine factuelle. C'était inventé par des Canadiens, le concept a été inventé par des Canadiens il y a déjà longtemps, et ils disaient, pour un médecin comme ça, dans son cabinet ou dans l'hôpital, comment il décide ce qu'il va faire à tel ou tel patient. Alors il doit avoir 3 éléments de jugement. Le premier, c'est les publications scientifiques quand elles existent dans les grands journaux médicaux. Il y a des maladies rares où il y a très peu de publications, où il y a des publications très mauvaises, il n'y a aucune étude randomisée de haut niveau. Donc là, à ce moment-là, le médecin doit reposer avant tout sur son expérience personnelle. Quelqu'un qui a 20 ans d'expérience, qui a suivi des milliers de telles maladies, comme moi dans la maladie de Lyme chronique, je pense que ce que je raconte a plus de poids qu'une étude bidon dans un grand journal médical où ils ont randomisé de façon foireuse quelques centaines de patients. Et le troisième point, qu'on oublie toujours, c'est le patient qui doit, en fin de compte, choisir. Et on n'a pas le droit de lui imposer une stratégie contre sa volonté. C'est ça, la médecine basée sur les preuves. Et on a totalement transformé cette médecine en faisant croire que la médecine basée sur les preuves, c'est uniquement les publications, ce qui est totalement faux. Mais maintenant, si vous demandez à un étudiant en médecine à la fac, c'est quoi la médecine basée sur les preuves, il va vous dire c'est le Lancet. Alors que c'est pas le Lancet, c'est l'expérience du médecin avant tout. Et ça, on a manipulé le cerveau des étudiants, des médecins, pour leur faire donner une fausse idée de la médecine basée sur les preuves. Et on a créé une médecine normative qui est totalement inhumaine, qui ne respecte plus le serment d'Hippocrate.
Un médecin n'est pas là pour obéir de façon presque sous la contrainte à faire des prescriptions parce que telle société savante a fait telle recommandation qui a été diffusée par les autorités et qu'après le Conseil de l'ordre va radier tout médecin qui n'aurait pas fait selon l'avis du gouvernement. Donc j'étais ravi, moi, quand je suis passé devant la chambre disciplinaire du Conseil de l'ordre régional, c'est que dans leurs conclusions, ils ont rappelé qu'un médecin, en particulier un professeur d'université, avait une liberté de parole et n'était pas obligé. Dans Hippocrate, c'est le médecin rend compte à ses patients. Et tous ces médecins qu'on radie, il n'y a pas une seule plainte de patients. C'est des dénonciations de collègues, de pharmaciens, de la caisse d'assurance maladie. Donc voilà. Quand on m'attaque, on ne me répond jamais avec des arguments scientifiques. On m'attaque sur ma personne en disant « Oui, j'étais un gars très bien, mais je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Maintenant, je dis des bêtises. » Mais jamais. J'ai même demandé des débats contradictoires avec preuves scientifiques à la clé. On me l'a toujours refusé. D'abord, d'avoir interdit, c'est pas vraiment interdit, on a fait croire que c'était interdit, mais enfin d'avoir fait des restrictions et des menaces contre les traitements qui marchent, d'avoir inventé des... Je dis pas qu'il n'y a pas eu une deuxième, troisième vague, etc., c'était des vaguelettes, mais d'avoir grossi artificiellement ces vagues avec des tests PCR qu'on ne doit jamais faire. Je rappelle, la PCR, ce test diagnostique, ne doit jamais être fait en population générale en dépistage. C'est même celui qui a inventé la PCR, qui est un Américain, qui est mort malheureusement juste avant le Covid, il l'avait toujours dit. Et puis surtout d'avoir amplifié beaucoup trop les cycles d'amplification qui fait qu'on amplifiait du vent. Donc en poussant des millions de gens tous les jours, quelquefois il fallait les tous les 3 jours, puis après tous les jours se mettre un truc dans le nez. Et alors ça générait des cas qui n'étaient pas des cas, des gens en pleine forme, ça fait fermer des entreprises, ça fait fermer des écoles, pour des gens qui n'étaient pas malades. Alors, je ne dis pas que l'épidémie n'existait pas encore, mais elle a été... Donc ça, c'était pour moi le deuxième grand scandale. Puis le troisième, c'est d'avoir imposé des vaccins. Le plus grand scandale, c'est qu'on a appelé ça vaccin. Normalement, développer un vaccin, c'est au moins 10 ans. Pour une femme enceinte, pour l'administrer, c'est au moins 20 ans. Moi, j'ai travaillé dans les plus hautes instances, même à l'OMS, comme vice-président du groupe des vaccins pour l'Europe. Quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. C'est honteux et je rends hommage à tous les suspendus parce qu'ils ont eu un courage extraordinaire et on les oublie avec les pompiers. Puis la France est effectivement... Il n'y a plus aucune... Il n'y en a jamais eu d'ailleurs l'évidence que ça servait à quelque chose de les suspendre parce qu'on a vu dès le début que ces soi-disant vaccins ne marchaient pas. Mais maintenant, on en a la preuve. On a même l'aveu de la directrice adjointe de Pfizer qui est venue l'avouer au Parlement européen devant le député Rob Ross qui lui a demandé alors là, maintenant, arrêtez le blabla en quelques phrases, dites-nous si oui ou non vous avez des données quelconques que dans vos dossiers, vous avez cherché si ça avait un impact sur la transmission. Elle a dit non, désolé, on n'a aucune preuve. Et pourtant, à l'époque, si vous vous souvenez, sur les plateaux de télévision, il y avait des médecins qui venaient en disant maintenant on a la preuve que ce vaccin protège à 95% contre la transmission. Les ministres de la Santé qui disaient la même chose partout dans le monde. Il y a une pression majeure. Et j'avais bien apprécié un peu le coup de gueule de Pascal Praud là, dans son émission en direct quand il avait dit mais alors on nous a embobiné, on nous a forcé presque à nous vacciner au nom de la transmission, que si on recevait l'inoculation, on ne transmettait plus. Maintenant, c'est même avoué par Pfizer, c'est reconnu partout dans le monde. Et on continue, il y a des messages partout, là, dans le train, avec des panneaux lumineux dans certains trains de banlieue ou à la radio, dire... J'ai entendu ce matin, il y avait un spot publicitaire. Oui, alors ces vaccins sont de moins en moins efficaces avec le temps, donc c'est très important de faire une nouvelle dose de rappel. Et j'avais déjà rigolé quand Jean-François Delfrécy avait dit ça l'année dernière en disant il avouait que 2 doses, 3 doses, ça ne marchait pas bien. Et la justification, c'est oui, on a vraiment besoin d'une 4e dose. Comment Macron, son conseil de défense qui est secret, qu'on ne connaît pas, le ministre de la Santé, tout ça peuvent encore oser ne pas réintégrer tous ces soignants, alors que l'hôpital public est en train de crever. On le voit maintenant aux urgences, les gens attendent quelquefois 4 jours sans manger, en France. Avant, on attendait 3-4 heures quelquefois aux heures de pointe. La bronchiolite, ils ont fermé tellement de lits en pédiatrie et supprimé des postes de pédiatres. La pédiatrie est sinistrée en France. Les pédiatres sont en voie de disparition. La bronchiolite, il n'y a pas d'antiviral, ça n'a rien à voir avec le Covid, c'est un virus qui vient tous les ans, chaque année il y a des épidémies, plus ou moins fortes d'une année sur l'autre, et
pour sauver un nourrisson qui a une bronchiolite, il faut faire un peu de kiné respiratoire, l'aspirer, mettre de l'oxygène et le surveiller. Et là, les nourrissons sont réanimés dans les couloirs, on refuse l'admission, un peu comme on a fait avec les personnes âgées pour le Covid. C'est totalement honteux ce qui se passe. Et j'avais même entendu une directrice d'une agence régionale de santé oser dire publiquement « Ah ben oui, pour protéger les nourrissons contre la bronchiolite, il faut les vacciner contre le Covid-19 », ce qui n'a rien à voir. C'est de l'imposture. Mais c'est des personnes qui disent ça devraient être sanctionnées même, parce que c'est honteux. Voilà, donc cette casse de l'hôpital, elle est terrible, et le minimum serait de réintégrer ces milliers de soignants dont on a un grand besoin. Et quand j'entends le ministre dire « Oh non, on ne peut pas les réintégrer parce que les autres ne veulent pas les voir revenir », c'est faux. Moi, j'ai des contacts avec beaucoup de soignants qui ont été vaccinés, qui travaillent. Ils supplient, ils disent « Nous, on n'attend qu'une chose, c'est que nos collègues reviennent. Tout le reste, c'est du baratin. » Moi, je dirais qu'ils me font pitié. Je suis triste pour eux. Moi, ça me fait plus ni chaud ni froid. C'est vrai que la première fois que j'avais été convoqué au Conseil de l'Ordre, à l'époque, c'était pas une chambre disciplinaire, c'était une rencontre confraternelle, mais on se sent un peu humilié. Je dis quand même, dans ma carrière, j'arrive presque à la retraite. À l'époque, j'ai quand même dévoué toute ma vie à mes patients. J'ai servi mon pays pendant 15 ans, président des plus hautes instances. Tout le monde admirait mon travail au ministère. J'ai jamais commis de faute. Et simplement parce que j'ai osé l'ouvrir un peu, je suis traité comme un chien. Voilà. Donc c'est vrai que la première fois, je me suis senti humilié. Puis finalement, mois après mois, année après année, tout ce que j'ai dit depuis le début, parce que moi, je n'ai jamais changé de discours depuis mars 2020, tout ce que j'ai dit est vrai, ou s'avère vrai. D'ailleurs, dans mes 3 livres, tout est prouvé avec les sources, donc on ne m'a jamais attaqué en diffamation sur mes livres. Donc finalement, je suis très à l'aise, parce que quand on me dit que je suis complotiste, oui, je suis fier d'être complotiste. Un complotiste, c'est quelqu'un qui a raison souvent avant tout le monde, et il n'y a pas un seul élément sur lequel on m'a pris en défaut. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. Ça me fait ni chaud ni froid. Faites votre boulot de journaliste, et pour les invités, quelquefois, qui ne sont même pas experts du sujet, renseignez-vous, effectivement. Parce que moi, ce qui m'a frappé sur le plateau, c'est quand j'affirmais des choses, et je disais, il y a les preuves, il y a des choses publiées, ils disaient, on n'a jamais entendu parler de ça. Tous vos collègues disent l'inverse. Oui, ils invitent toujours une petite poignée de collègues qui sont sous influence et qui vont bien se garder de publier certaines données. Donc, faites votre boulot de vous renseigner avant d'ouvrir votre bouche publiquement. Les échos que j'ai eus de cette émission, c'était les invités sur le plateau qui sont sortis plutôt ridiculisés parce qu'ils n'avaient aucun argument. C'est dramatique, ça fait... Moi, je l'avais dit là publiquement récemment, c'est une pandémie médiatique et financière avant tout. Plus qu'une... Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu une pandémie quand même légère, mais on l'a tellement grossi. Vous savez, c'est Kennedy qui avait dit ça, Robert Kennedy Jr., il avait dit, bon, les complotistes tenaient bon parce qu'au fil des mois et des années, le flux va aller dans notre sens, c'est-à-dire que ce sont les gens qui au début se sont laissés manipuler, qui ouvrent les yeux, et jour après jour, ils viennent gonfler les rangs des soi-disant complotistes, qui en fait sont des gens indépendants, libres, éveillés. Donc le flux, il devient massif maintenant. Donc je suis très optimiste parce que maintenant les gens ne vont plus accepter de se laisser manipuler. Il faut dire non, il faut rester calme. Et moi je ne vais pas injurier les autres comme certains me disent vous auriez dû rentrer dedans de vos opposants. Non, je ne suis pas là pour ça. Je suis là juste pour apporter la vérité. Et donc pour moi c'est un message d'espoir que cette situation ne pourra pas durer très longtemps.